Je tiens à remercier François Collodier, qui est un ami et qui me fait beaucoup d'amitié de venir, qui m'a demandé de venir vous parler d'un sujet qui peut paraître vous passer complètement au-dessus de la tête. Le droit, la loi et moi. Alors je peux commencer par moi. Je suis effectivement un fonctionnaire, je travaille à l'Assemblée nationale et par ailleurs, effectivement, j'enseigne le droit, même si ça n'est pas mon métier principal. Mais ce n'est pas le sens du mot « moi », vous le voyez bien. Moi, c'est chacun d'entre vous, c'est-à-dire le droit, la loi et chacun d'entre vous. Alors, je peux repartir de la conférence précédente, qui était, si j'ai bien compris, les autres et moi, c'est-à-dire chacun d'entre vous. Les autres, c'est le monde qui vous entoure. Et le droit n'est pas étranger à ce monde-là. Je vais essayer de vous montrer en quoi le sujet vous concerne. Si nous partons sur cette base-là, je vais essayer de vous dire en quoi le droit est une réalité concrète, mais aussi en quoi le droit, et j'espère que ça ne vous passera pas au-dessus du crâne, ce sont des principes, des valeurs, des règles qu'une société véhicule à chaque instant, de manière concrète. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet, celui que vous voulez, un match de foot du PSG, les autorisations de sortir de cet établissement, la télévision, la radio, Internet, eh bien tout ça peut s'analyser comme un phénomène juridique. Pour parler de ça, en 1 heure à peu près, je vais essayer de vous dire 5 choses. D'abord, de vous définir ce qu'est le droit. Le droit est un phénomène de répartition, de partage. Ensuite, j'essaierai de vous montrer que nul n'est censé ignorer la loi. La loi est un phénomène qui s'étend à toute la société. Puis j'essaierai de vous montrer que rien ne lui échappe. La loi est un phénomène qui s'étend matériellement. Enfin, le droit, ce sont des méthodes spécifiques, et puis ce sont des valeurs spécifiques. C'est cela que je vais essayer de vous montrer en prenant donc, si vous le voulez bien, ces 5 points. Définir le droit, c'est d'abord dire qu'il y a des règles. Ces règles, vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas, d'ailleurs. Si l'on remonte à l'origine intellectuelle du droit, on trouve un auteur dont vous avez peut-être déjà très vaguement entendu parler. Tout ça, c'est la poussière des bouquins. Eh bien non, c'est pas que la poussière des bouquins. Cet auteur est un grec, il s'appelle Aristote. Il ne faut pas que je fasse d'erreur historique devant François Collodier. 4e siècle avant Jésus-Christ. Aristote nous dit dans l'Éthique à Nicomaque, on ne sait d'ailleurs même pas si Nicomaque est son père ou son fils. Il nous dit ceci: la règle de droit consiste à attribuer à chacun selon ce qu'on lui doit, selon ce qu'une société lui doit. En latin, si certains d'entre vous ont fait du latin, c'est la formule suum cuique tribuere. Et si vous allez un jour au Conseil d'État, voyez où c'est, le Palais Royal, le juge de l'administration, dans la grande salle du Conseil d'État, vous verrez suum cuique tribuere, attribué à chacun selon son droit. Le droit est distinct de la vérité, qui est une notion philosophique. Il est distinct de la justice, qui est une notion éthique.
il est distinct de la morale, il est distinct de la théologie. C'est une règle d'organisation de la vie en société. C'est pour ça qu'il ne peut pas échapper à cet amphithéâtre. Règle d'organisation de la vie en société, il n'y a pas de droit dans la solitude. Robinson Crusoe ne connaît pas le droit. Ces règles d'organisation de la société viennent d'où? Je ne vais pas vous assommer avec les auteurs. Ils viennent d'une conception de l'homme selon laquelle, soit vous considérez que l'homme est naturellement mauvais, soit vous considérez qu'il est naturellement bon. Mais vous n'échappez pas à l'une ou l'autre de ces alternatives. L'homme est naturellement mauvais, un auteur l'a dit, il s'appelle Hobbes, en 1651, il écrit un traité qui s'appelle le Léviathan. Le Léviathan, c'est une espèce de grosse bête qu'on trouve dans la Bible, une espèce d'hippopotame, comme ça. Il dit, c'est ça la société. L'homme est naturellement mauvais. Encore une formule latine, ce sera la dernière, rassurez-vous. Homo lupus hominis est. L'homme est un loup pour l'homme. Et Hobbes dit, c'est quoi le droit? Eh bien, c'est le fait qu'à un moment donné, il faut nécessairement qu'une règle soit organisée, sinon les hommes vont se dévorer les uns les autres. L'homme est naturellement bon, c'est un auteur dont vous avez déjà entendu parler, Jean-Jacques Rousseau, 1762, le contrat social, vous avez déjà entendu parler de ça? Oui? Non? Oui? L'homme est naturellement bon, le contrat social commence par ces mots. Partout, l'homme est né libre, donc vous êtes libre parce que vous êtes des individus, et partout, il est dans les fers, c'est-à-dire que la société est naturellement aliénante, mauvaise, perverse, dure avec moi, dans la cour comme dans la rue. De ces deux conceptions, de toutes les façons, on tire l'idée d'une nécessité absolue de produire des règles de droit. Car s'il n'y avait pas de règles de droit, la vie en société, que l'homme soit bon ou qu'il soit mauvais, serait impossible. Donc le droit sert essentiellement à définir des règles qui permettent la vie en société. C'est ma première idée. Elle se termine nécessairement par le fait que ces règles se traduisent par des sanctions. La règle de droit est une règle à laquelle s'applique forcément une sanction. Si vous n'avez pas de sanction, il n'y a pas de règle. Vous pouvez prendre l'exemple que vous souhaitez. Par exemple, le permis de conduire, le code de la route. Vous allez me dire, on n'a pas le permis. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous n'avez pas le permis, mais vous traversez bien dans les passages cloutés. Et la sanction, c'est évidemment que si vous ne passez pas dans le passage clouté, vous risquez non seulement un accident, mais également une amende. Il n'y a pas de règle de droit sans sanction. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous connaissez tous ce mot. Nul n'est censé ignorer la loi. Si je sors en dehors des heures régulières, je risque une sanction qui sera interne à l'établissement. J'en risque aussi une si j'engage ma responsabilité ou celle de mes parents à l'extérieur de l'établissement. Donc nul n'est censé ignorer la loi. Qu'est-ce qu'une loi ? Oh, il y a une définition très simple. C'est une règle qui est votée par le Parlement. Le Parlement est composé, vous le savez peut-être, de deux assemblées, une assemblée nationale qui est un peu loin de chez vous, et un Sénat qui est tout près d'ici, au bout du jardin du Luxembourg. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Ce sont des gens qui sont élus par le peuple pour voter la loi et en contrôler l'application.
Pas de loi en dehors d'un vote, pas de loi en dehors d'une procédure, et, mais ça c'est le plus compliqué, pas de loi en dehors d'une hiérarchie des normes. Vous avez déjà, dans vos études d'histoire, rencontré la notion de constitution. C'est quoi la constitution? C'est la loi suprême. C'est le texte ou les principes qui vont chapeauter toute l'application des textes. Pas de loi sans constitution, c'est ce qu'on appelle donc la hiérarchie des normes. Il importe dans chacun des États que la Constitution soit respectée. Respecter la Constitution, cela implique qu'il y ait un juge, comme pour toute loi, comme pour tout principe, comme pour toute règle. Si vous n'avez pas un juge qui soit apte à faire respecter la norme de droit, vous n'aurez pas de règles de droit. Enfin, une des particularités de la loi en France, c'est qu'elle a un domaine. Ce domaine, il est prévu par la Constitution, par l'article 34 de notre Constitution actuelle, qui est de 1958. Cette règle de droit, elle est donc votée dans un champ particulier. Les assemblées ont une compétence qui leur est attribuée, qui leur est donnée. On vote en France une centaine de lois. Vous allez dire, mais vous nous avez dit nul n'est censé ignorer la loi. Où elles sont les 100 lois? Comment je peux les voir? Comment je peux les trouver? Ces lois sont publiées et elles sont automatiquement applicables sur tout le territoire de la République. La loi est une prescription obligatoire. Alors, François Collodier m'a demandé de prendre quelques exemples. J'ai pris une loi d'octobre 2010, je la cite, « Nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. » Rassurez-vous, cette loi prévoit des exceptions. Carnaval est permis, le sport est permis. Mais il a été considéré qu'on ne pouvait pas dissimuler intégralement son visage dans l'espace public. Vous me direz quel est le fondement de ça? Est-ce qu'il est religieux? Non. Certes, ça vise sans doute des pratiques religieuses. Mais le fondement de cela est un fondement purement social. Le Conseil constitutionnel, l'organe qui juge de la constitutionnalité de la loi, qui fait respecter la hiérarchie dont je vous parlais, qui fait respecter la hiérarchie dont je vous parlais tout à l'heure, l'a dit. Il s'agit, je cite, des exigences minimales de la vie en société. En d'autres termes, la loi est faite pour que soient respectées les exigences minimales d'une vie en société. Le Conseil constitutionnel a dit autre chose. Il a dit que cette loi était parfaitement justifiée parce qu'elle pouvait produire des effets pervers et notamment maintenir les femmes dans une situation d'exclusion et d'infériorité. La loi est-elle sanctionnée? Oui. Si vous vous baladez en dissimulant votre visage dans l'espace public, vous risquez 30 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Ça fait cher. Ça fait cher. Troisièmement, rien n'échappe à la loi. Ce que je voudrais essayer de vous dire dans ce troisièmement, c'est que la loi est un phénomène de plus en plus étendu dans ses
domaine. Je vous ai dit qu'elle avait un domaine qui était prévu par l'article 34 de la Constitution, mais plus rien n'échappe à la loi. Ne croyez pas que quand vous allez sur Facebook, vous êtes dans une situation de non-droit. Au contraire, vous êtes totalement dans une situation juridique. Totalement. Un autre auteur anglais qui s'appelait Locke, je ne vais pas vous assommer avec tous ces auteurs, mais qui a écrit en 1690 un très beau traité juridique, 2 traités même, disait qu'il n'était pas toujours nécessaire de faire des lois, mais qu'il était toujours nécessaire de les appliquer. C'est-à-dire qu'une fois que la loi est faite, il faut l'appliquer, mais qu'il faut aussi en permanence que la société elle-même sanctionne les règles qui sont édictées. Il y a donc une certaine tendance à l'envahissement de la matière législative. Sachez qu'une loi régit par exemple en 1990 l'utilisation du scooter des mers. Sachez qu'une loi dans ce pays régit en 1991 l'utilisation du scooter des neiges. Et soyez frappés du fait que, je ne vais pas ici faire de politique, vous pouvez constater que tout sujet de 20 heures, quel qu'il soit, fait immédiatement l'objet d'une demande législative. Souvenez-vous, chaque drame qui marque le pays, immédiatement, vous verrez un crétin apparaître au journal de 20 heures sur votre petit écran et dire « il faut légiférer, il faut une loi, il faut une espèce de soif législative permanente. La loi régit tout, la loi s'applique partout, jusque et y compris à des phénomènes qu'elle ne devrait pas toucher. Exemple, l'histoire. Dans ce pays, il y a aujourd'hui une loi de 2001 qui indique que la République française reconnaît le génocide arménien. Où est la sanction? Elle a été tentée très maladroitement l'année dernière et le Conseil constitutionnel a dit qu'on ne pouvait pas sanctionner ce négationnisme-là. En revanche, aujourd'hui, dans notre univers juridique, il y a une loi de 1990, dite loi Guessot, qui prohibe, interdit, sous peine d'amende, le fait de nier le génocide de la Deuxième Guerre mondiale, tel qu'il a été reconnu par le tribunal de Nuremberg. Une loi avec un mécanisme de sanction. Alors à partir de là, on distingue toujours savamment des branches du droit. La naissance du droit en France, c'est le Code civil, c'est-à-dire le 21 mars 1804. Napoléon se faisait donner des cours de droit romain et le lendemain, il arrivait très brillant devant les diverses assemblées pour expliquer ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Le Code civil, c'est le code qui régit vos relations entre vous, quand vous signez un contrat, vos relations avec vos parents, vos relations lorsque vous héritez, vos relations lorsque vous vous mariez. Le Code civil régit donc les rapports interindividuels. Il existe en France une autre branche du droit, et celle-là est très particulière à la France. Il s'agit d'un droit dit public, administratif, qui peut régir vos relations avec l'administration. Ici aussi un exemple très très simple. Vous cassez la figure en sortant de l'établissement parce qu'il y a un trou dans le trottoir. Ce trou provient de travaux publics qui ne sont pas signalisés. Vous mettrez en cause l'administration ou vos parents le feront pour vous. Le droit civil est un droit
profondément égalitaire. Le droit administratif est un droit profondément inégalitaire puisqu'il explique votre relation avec ce qu'on appelle les pouvoirs publics, le gouvernement, l'État, l'administration. Il existe également un droit pénal, c'est le droit qui punit. Mais dans le droit pénal, ça n'est pas vous qui poursuivez, c'est la société qui poursuit à votre place les auteurs de crimes, de délits ou de contraventions. Cette différence est notoire, elle montre bien que le droit est un phénomène de vie en commun, non seulement dans vos relations avec les autres, mais aussi dans vos relations avec la société prise globalement. La loi, le droit et moi. Il existe enfin un droit international. Sachez qu'il existe même un droit de la guerre. Même quand on se tape dessus à mort, le droit n'est pas étranger à ce phénomène. Il est notamment régi par une convention, qui est la Convention de Genève de 1949, qui traite différemment les prisonniers de guerre et les civils, par exemple. Tous ces droits s'entremêlent, évidemment. On peut prendre l'exemple de la garde à vue. Sachez qu'il y a dans ce pays 800 000 gardes à vue par an. Certains d'entre vous, sous couvert d'anonymat, je ne vous connais pas, ont-ils déjà été gardés à vue? Non. Oui? Non. Attendez, attendez. Ma question est moins provocante. Ma question est moins provocante qu'elle ne paraît. Vous pouvez parfaitement avoir été gardé à vue parce que vous avez été témoin d'un phénomène et que par conséquent, la police, vous, mademoiselle, ça en fait au moins une. Non, vous avez levé la main. Non, vous n'avez pas été gardé à vue. Bien. Sachez par exemple que depuis une loi de 2011, si vous êtes gardé à vue, si vous êtes mineur de moins de 17 ans, vous avez droit de toute façon à un avocat, mais que si vous êtes mineur de moins de 15 ans, cet avocat sera commis d'office. Sachez que votre garde à vue sera enregistrée. Sachez que si vous êtes mineur, vous aurez automatiquement un examen médical. Sachez aussi, préalable, et oui, pour éviter ce que vous avez tous vu dans les films, le bottin. Vous savez que le bottin, ça peut servir. Vous n'avez jamais vu ça dans des vieux films français? Comment on passe les gens à tabac jusqu'à ce qu'ils causent? Là, vous n'avez jamais vu des films de Gabin ou des choses comme ça? Ouais, quand même. Bon, d'accord. Voilà pour mon troisième point. Je voudrais vous dire, juste pour terminer ce troisième point, que donc vous le voyez, le droit c'est compliqué parce que ça imbrique divers éléments. Ça imbrique vos relations interpersonnelles, ça imbrique papa et maman, ça imbrique les petits frères, ça imbrique le conducteur de l'autobus, etc., etc. Rien n'échappe plus au droit. Le droit a des méthodes spécifiques. Alors ça, c'est un point un peu plus délicat à traiter. Il y a d'abord des règles d'élaboration du droit. Le droit ne tombe pas du ciel. Il est régi par un certain nombre de procédures. La loi, je vous l'ai dit, est votée par le Parlement. Et le Parlement est composé de personnes que vous désignerez dès que vous aurez le droit de vote, à moins qu'il y ait quelques majeurs dans l'assistance. Non? Ça change les règles de garde à vue, hein, je vous signale. Bien. La loi est votée par le Parlement. La Constitution exige un degré supplémentaire de modification, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier la Constitution comme on modifie la loi. Je ne rentre pas dans le détail. Et au-dessous de ces normes, il y a des normes d'application qui sont prises par l'administration,
qu'on baptise pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le pouvoir qui est donné au gouvernement, à l'administration, d'édicter des règles générales et impersonnelles qui vont s'appliquer à tous les individus. Ces règles, vous en connaissez certaines, c'est ce qu'on appelle en général des décrets. Toutes ces règles doivent se respecter les unes les autres. Je vous l'ai dit, il y a une hiérarchie des normes, au sommet la Constitution, les traités, et au-dessous la loi, les décrets d'application, les circulaires et des normes internes. Je vais en prendre une que vous connaissez tous. Vous avez, je pense, ici un texte qui régit la discipline dans l'établissement. Oui, il y a bien ça. Ouais, bien. Ce texte doit respecter toutes ces normes, et notamment le Code de l'éducation. Et s'il ne le fait pas, ce texte pourra être annulé à l'occasion d'un procès. Alors, quels sont les principes à respecter? J'ai pris un exemple. La Constitution française vous oblige à parler français dans vos relations publiques. Je dis bien dans vos relations publiques. Si vous rentrez chez vous et que vous ne parlez qu'anglais parce que votre famille parle anglais, tant mieux. Mais dans les relations publiques, depuis un très vieux texte, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, de 1539, on doit parler français. Et aujourd'hui, ce texte est dans la Constitution de 58. Il est à l'article 2 depuis 1992, je cite, « La langue de la République est le français ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que les écoles dites en immersion, les écoles d'Iwan en Bretagne, sont souvent dans des situations illégales et jugées comme telles. Ils apprennent à parler breton, ils ne parlent que breton. Même chose pour les écoles basques, très souvent. Pourquoi ça? Vous allez me dire, après tout, pourquoi on les empêche de parler breton, basque bon. Parce que la République est une et que la langue française est la langue de la République. En 2008, on a ajouté les langues régionales, mais vous allez voir la nuance des textes. Je vous ai dit le premier texte, la langue de la République est le français. Pour les langues régionales, c'est pas ça. C'est les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. C'est joli le patrimoine, mais ça n'a pas de valeur juridique. On a mis dans la Constitution un grand principe, mais ce grand principe est sans application pratique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'ont été condamnés le fait que l'on puisse reconnaître aux Corses le droit de parler corse dans leurs relations publiques. Ah, là je sens que ça s'anime un peu. Ça veut dire par exemple que l'on peut condamner en Alsace le fait qu'il y ait du bilinguisme sur les documents électoraux. Vous avez tous vu des panneaux électoraux. Il y avait une tradition, prévue d'ailleurs par des textes, selon lesquels on traduisait en français et en alsacien. Un jour, on y a mis fin, le code électoral y a mis fin, et ça a été jugé parfaitement conforme par le Conseil d'État, qui a dit, ben oui, effectivement, on peut très bien ne mettre que des panneaux en français. La langue française est la langue de la justice, elle est la langue du travail. Il y a une obligation, par exemple, dans les entreprises d'afficher les règlements intérieurs en français, même si on peut les traduire en langue étrangère. Tout ça pour vous dire quoi, et pour en arriver à la transition avec mon dernier point, qui sera celui qui, à mon avis, est le plus difficile à faire comprendre, mais aussi le plus important, ou le plus intéressant pour vous. Tout ça pour vous dire que la langue française fait partie de la République. Comme le drapeau. Quand vous êtes supporter du PSG, vous n'avez pas le droit de siffler la Marseillaise, parce que ça fait partie
de la République française. Là aussi, il y a une loi, et là aussi, cette loi-là, elle est punie. C'est une loi assortie de sanctions. J'en viens donc à mon 5e point, des valeurs. Je vous ai parlé de la République, et vous entendez souvent parler de débats qui portent sur l'identité nationale. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu un débat politique là-dessus il y a un an à peu près. Vous vous souvenez peut-être aussi que l'on parle assez fréquemment des valeurs de la République. Le droit véhicule effectivement des valeurs. Depuis quand? Eh bien là aussi, il faut que je cite un auteur grec. Cet auteur, c'est Sophocle. Sophocle a écrit, au 5e siècle avant Jésus-Christ, une pièce qui s'appelle Antigone, qui est une pièce à pleurer. Quand vous allez lire ça, vous allez pleurer à tout coup. Vous l'avez déjà lu, très bien. Alors les deux frères se tuent, et le roi Créon dit quoi? Le roi Créon dit « Je ne veux pas qu'on l'enterre ». Et Antigone l'enterre. Et Créon lui dit « Il faut que le roi soit respecté ». Et Antigone lui dit « Il y a des valeurs qui sont au-dessus des mortels et au-dessus de la politique. Ces valeurs, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les libertés fondamentales, les droits de l'homme. » Dans la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, vous allez trouver un certain nombre de droits garantis qui vous protègent et auxquels le juge donne une pleine valeur. Quelles sont ces valeurs? Il y en a des nouvelles qui apparaissent en permanence. Par exemple, sachez que la dignité de l'homme est reconnue, et je vais vous citer l'exemple le plus stupide que j'en connaisse. Il a été jugé par le Conseil constitutionnel qui a interdit le spectacle, tenez-vous bien, de lancer de nains. Ouais. Non mais, c'est génial! Alors ça vous fait marrer. Évidemment, c'est très drôle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le nain et je le lance le plus loin possible. Est-ce qu'on peut imaginer plus, excusez-moi, con? Réponse, à l'évidence, non. Vous me direz après. Non, après. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était attentatoire à l'ordre public et à la dignité de l'homme que de pratiquer ce genre de spectacle. Vous me direz, le Conseil constitutionnel, il y a 15 jours, n'a pas dit la même chose à propos des corridas. C'est vrai, il a reconnu que la corrida n'était pas contraire à la Constitution. On peut aimer ou ne pas aimer les corridas, mais on peut comprendre la différence entre une corrida et le spectacle dit du lancer de nains. Ça vous fait rire, mais le droit est quelque chose de relatif, car le nain lui-même est venu au Conseil d'État et a dit « Mais c'est mon gagne-pain, vous m'empêchez de gagner ma vie. » Oui, mais il existe des moments où la société doit empêcher les choses de se faire. On pourrait multiplier les exemples. J'en prends un autre. La liberté du mariage. La liberté du mariage est reconnue dans ce pays comme un principe de rang constitutionnel depuis 1994. Les parents n'ont pas le droit d'empêcher un majeur de se marier. Le droit s'étend. Il y a des droits qu'on appelle dits de troisième génération. Le droit à la culture, le droit à l'environnement. Sachez qu'une loi dispose, quand on parle d'une loi, on dit qu'elle dispose parce qu'elle a une portée générale. Je cite, « Chacun a le droit de respirer un air pur qui ne nuise pas à sa santé. » Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est évidemment pas du droit quand je suis derrière l'autobus là et que j'en prends plein. Oui, c'est du droit, puisque vous avez le droit, en tant que citoyen,
d'être informé de l'état de la pollution. Vous voyez bien que c'est du droit, puisque c'est une règle à caractère obligatoire. Je voudrais terminer peut-être sur un paradoxe, en définitive. La loi provient de valeurs. Ces valeurs, elles émanent de la société. Grosso modo, on vit dans une société totalement libérale aujourd'hui, où la loi doit garantir le respect de la vie privée, doit garantir le bon fonctionnement de la démocratie, c'est-à-dire du pluralisme, du droit de lire le journal que l'on veut, du droit de ne pas être arbitrairement arrêté ou détenu, qui est prévu par la Déclaration des droits de l'homme. Churchill disait « La démocratie, c'est quand on sonne chez vous à 5 heures du matin que vous êtes sûr que c'est le laitier », c'est-à-dire en clair que ce n'est pas la police qui vient vous arrêter. C'est aujourd'hui ce genre de valeurs que véhicule la loi, que véhicule le droit. Nous sommes dans des sociétés libérales ou post-libérales, comme on les appelle dans les bouquins, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles le droit cherche à garantir et à protéger le respect des libertés individuelles, mais en même temps, et c'est là qu'est le paradoxe, il véhicule de plus en plus de normes sociales dont on peut très difficilement sortir. Je vous remercie de votre attention. La loi est applicable à compter du lendemain de la parution du journal officiel. Donc, par conséquent, il y a un journal officiel tous les jours. Vous avez un site qui s'appelle Légifrance. Vous verrez un jour dans vos recherches, vous irez sur ce site-là pour trouver tel ou tel texte, et elle est applicable. Oui, mais voilà. C'est la société qui punit. Et donc, il y a dans la Déclaration des droits de l'homme un article 8 qui dit que nul ne peut être puni pour des faits antérieurs à la loi. Alors, c'est ce qu'on appelle le principe de non-rétroactivité de la loi. La loi ne peut pas remonter en arrière comme les saumons remontent la rivière. Et par conséquent, ça veut dire deux choses. Première chose, ça veut dire je ne peux pas être puni d'une loi plus sévère après les faits. En d'autres termes, si la loi remonte à il y a 1 an, ou plutôt si les faits remontent à il y a 1 an, je ne pourrai être puni qu'en fonction de l'état de la législation d'il y a 1 an. Et ça veut dire aussi, comme on tient compte de l'état de la société, que la loi pénale la plus douce s'applique immédiatement. En d'autres termes, si on m'applique une loi plus douce parce que la société considère qu'il faut moins punir ce fait, je serai puni en fonction de la loi nouvelle et non pas de la loi ancienne. C'est un vieux principe qui date de 1789 que le Conseil constitutionnel met toujours en avant. Par conséquent, on a un nouveau code pénal qui date de 1992, pour sa partie principale, et par conséquent, on ne peut être puni qu'en fonction de lois que l'on connaisse et qui s'appliquent au moment où les faits ont été commis. Alors, je vais répondre à votre question. Il y a une loi qui s'appelle la loi Toubon. Cette loi, elle date de 1994. On donne souvent, à tort d'ailleurs, aux lois le nom des ministres qui étaient là au moment des faits. Alors, cette loi, c'est une loi Toubon du 4 août 1994, et elle dit ceci. Elle dit que s'il y a
une traduction dans des endroits publics, il doit y en avoir au moins 2, parce que c'est une loi qui lutte évidemment contre l'anglais. Donc par conséquent, dans les autobus ou dans les autres lieux publics ou dans les cartes des restaurants, normalement vous devez trouver la carte en français et puis la carte d'un côté en chinois et de l'autre côté en néerlandais. Voilà. C'est une obligation. Si l'on traduit, il faut traduire au moins double. Donc, le bilinguisme dont je parlais était un cas très très particulier. C'est le cas des affiches électorales ou des documents de propagande électorale que vous avez peut-être déjà vus dans vos boîtes aux lettres. Jusque-là, on les traduisait. Maintenant, il a été prévu de ne plus les traduire. Et évidemment, il y a des Alsaciens qui ont protesté en disant « Mais comment on ne traduit plus alors que moi je parle alsacien ?» Ben non, on ne traduit plus. Voilà, obligation de parler français dans toutes les relations publiques. Tiens, la loi Toubon, elle allait beaucoup plus loin. Elle disait même que s'il y avait un mot français équivalent, on devait employer le mot français. Il y a des commissions de terminologie dans tous les ministères, et donc par conséquent, on ne pouvait plus dire corner, il fallait dire tir en coin. Vous imaginez, il y a des fouteux dans la salle. Oui, bien sûr, bon, d'accord. Et vous imaginez donc le type, ouais, tir en coin. Allez, d'accord, bon, ça c'était ridicule. Le Conseil constitutionnel a annulé ça en disant on a la liberté de parler ce qu'on veut, y compris dans les médias. Pour supprimer une loi, c'est extrêmement simple. Il suffit de l'abroger. Exemple, alors à chaque majorité successive, vous avez ce phénomène, mais là, je constate qu'il y avait une loi sur, par exemple, la TVA sociale, vous avez peut-être entendu parler de ça, on voulait essayer de frapper les produits importés d'une TVA particulière. Cette loi devait s'appliquer après le mois de juin 2012, vous savez tous ce qui s'est passé entre les deux. La nouvelle majorité a décidé d'abroger cette loi. Elle a fait voter dans les hémicycles des deux assemblées une loi qui a abrogé la loi précédente. C'est aussi simple que ça. La difficulté, c'est qu'on abroge très peu et qu'on modifie beaucoup. Donc on se retrouve avec des empilements, on se retrouve avec ce qu'on appelle de l'inflation législative. On a aujourd'hui 7500 lois ou décrets applicables dans ce pays. C'est beaucoup trop, on en vote une centaine par an et on modifie à chaque fois. Par exemple, tiens, pour vous prendre un exemple très concret, il y a une loi qui interdit les chiens dangereux, elle a été déjà modifiée, je crois, à 3 reprises. Les lois sur les étrangers pendant la période précédente ont été modifiées à 7 reprises. Donc vous voyez, on modifie en permanence, on abroge très peu. Mais il y a des lois qui disparaissent. Ça arrive parfois. J'ai cité cet exemple. Après la Deuxième Guerre mondiale, le tribunal de Nuremberg a décidé d'un certain nombre de peines, et ces peines, elles ont été incorporées dans les divers droits nationaux. Et donc, nous avons dans notre code pénal un article du code pénal qui punit le crime contre l'humanité. Et ce crime contre l'humanité, il a été défini par rapport aux lois de Nuremberg. En 1990, il y a eu une loi qu'on appelle la loi Guessot qui a dit qu'il incriminait en France le négationnisme. Il y a des négationnistes. On peut considérer que c'est bien de les punir, ou qu'au contraire, ils doivent pouvoir venir raconter ce qu'ils veulent, c'est-à-dire en général des contre-vérités historiques manifestes, et qu'ils ne soient pas, à ce titre, punis, parce qu'on peut considérer que ça fait partie du débat public. Chacun peut avoir un point de vue citoyen là-dessus. Cette loi, elle a été adoptée et depuis 2008, la dernière grande révision constitutionnelle, on a introduit dans notre droit ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'un procès,
une des parties à ce procès, on appelle les parties à ce procès, les gens qui sont antagonistes au procès, dit « la loi n'est pas conforme à la Constitution ». Et dans ce cas-là, la loi remonte éventuellement jusqu'au Conseil constitutionnel, qu'il a dit, par exemple, qu'il a jugé pour les corridas. S'agissant de la loi Guesso, elle n'est jamais remontée au Conseil constitutionnel, donc on ne sait pas si elle est ou non constitutionnelle. S'agissant de la loi sur le génocide arménien, article 1er, en 2001, on dit que la République française reconnaît le génocide arménien, ce qui est une aberration juridique. Une loi ne peut pas reconnaître. Et l'année dernière, on a tenté de pénaliser, comme on l'a fait pour le génocide de la Deuxième Guerre mondiale, le négationnisme du génocide arménien. Il était puni de, je crois, 30 000 € d'amende, etc. Enfin, et de peine d'emprisonnement. Cette loi a été déférée au Conseil constitutionnel, la deuxième, qui a jugé qu'elle était contraire à la Constitution au nom de la liberté de communication. C'est-à-dire que c'est un fait historique, ça n'est pas à la loi à fixer ou à figer l'histoire. C'est un sujet que j'ai souvent abordé avec François Collodier, qui m'a fait remarquer qu'il y avait eu un certain nombre de débats sur la question, et notamment des débats portant sur les traites négrières. Et les historiens ont dû, à un moment donné, monter au créneau pour défendre un des leurs, qui n'était d'ailleurs pas du tout un négationniste, mais dont les thèses ne plaisaient pas. Bon. La loi ne peut pas régir un certain nombre de débats sociaux. C'est là la limite. Pardon d'avoir été long, mais voyez que cette question est très intéressante, parce qu'elle touche au problème fondamental de savoir de quoi on peut débattre et de quoi il est interdit de débattre. Le gouvernement ne peut pas agir, ça c'est une vieille loi de la démocratie, une vieille règle de la démocratie. Le gouvernement ne peut pas agir indépendamment de l'opinion publique. Il peut essayer de le faire, il ne peut pas complètement le faire. Il est normal que des forces religieuses, des forces morales, des groupes homosexuels pour ou contre le mariage s'expriment et que ça fasse partie du débat. Un débat de société peut rarement être tranché à vif. Je connais un seul contre-exemple qui a, passez-moi l'expression, marché. En 1981, la peine de mort est abrogée, c'est même l'une des premières lois de la première alternance. Elle était prévue depuis longtemps par la gauche, et la majeure partie de l'opinion publique à l'époque, chaque fois qu'on regardait un sondage, c'est êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Ah, plutôt contre. Ah bon, et si on zigouille votre fils? Ah, je suis pour, évidemment, là, bien entendu, je suis pour. Et vous êtes contre la peine de mort pour les assassins d'enfants? Ah non, là, je suis pour. Et vous êtes contre la peine de mort pour les gros trafiquants de drogue? Ah non, là, je suis pour aussi. Bien. Abrogation de toute la peine de mort dans tous les cas de figure. Et maintenant, je pense que l'évolution de la société a suivi cette loi. Mais c'est un des rares contre-exemples que je puisse citer. D'une manière générale, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le législateur va suivre l'évolution de la société, la freiner, l'accélérer un peu, mais il ne peut pas agir indépendamment de phénomènes sociaux, surtout sur des sujets aussi délicats. Et aujourd'hui, il y en a deux, celui que vous avez cité, et puis, bien entendu, celui de l'euthanasie, qui se posera. Mais vous voyez bien que c'est un débat social. Si je pose la question qui est pour, qui est contre, bon, très bien, vous allez voir que si on pose la question comme ça, la question est très très mal posée et que personne ne peut y répondre. Vous êtes pour l'euthanasie? Ouais, il ne faut pas faire souffrir les gens qui sont là complètement, etc. Ah, d'accord. Et pour vous? Ah, ben non, finalement, moi je préfère rester là, bien entendu. Donc vous voyez bien que si vous ne suivez pas l'évolution de la société, il se passe
des phénomènes qui sont aberrants. C'est pour ça que le concept de dignité de l'homme que j'ai cité me paraît être un très bel exemple de valeur véhiculée par les lois de la République. La réponse c'est oui, et c'est le paradoxe que j'évoquais à la fin, c'est-à-dire qu'on est dans une technicisation croissante du droit, c'est malheureusement comme ça, c'est de plus en plus compliqué. Moi, je m'intéresse aux lois, par exemple, sur le financement de la vie politique ou aux lois électorales. Elles sont de plus en plus compliquées et plus personne, ou très peu de gens, en définitive, les maîtrisent. Mais il y a des lois très simples et surtout, il y a un corpus de valeurs ou de règles auxquelles on ne peut pas toucher. Par exemple, on ne peut pas toucher dans ce pays à la liberté d'association, qui date d'une loi de 1901, de juillet 1901, parce qu'on considère que c'est quelque chose de fondamental. Mais effectivement, nul n'est censé ignorer la loi. C'est la règle de base de la vie en société.